propose de passer à la transition sociale. 9 ateliers, 270 participants, une grande mobilisation aussi. Jean-Michel Bondu, vous êtes directeur de l'IRI-AE. Vous avez travaillé sur ces questions. Vous avez la lourde tâche d'être le rapporteur des ateliers. On va vous écouter. Je vous en prie, prenez le micro. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce travail sur les transitions sociales? Quels sont les points saillants qui en sont ressortis? D'abord, merci de nous avoir associés à vos travaux, et puis merci aux participants d'être présents. C'est vrai que Jean-sur-Bois, c'est un endroit où il faut savoir être dans l'ESS, et Jean-François a rappelé tout à l'heure les fondements de cette salle. J'étais d'ailleurs assez fier d'en être à l'époque. Merci aussi à l'État et à la région de nous accompagner. L'IRI-AE, en 2 mots, c'est la réunion de tous les réseaux régionaux de l'insertion par l'activité économique en Hauts-de-France. Et l'insertion par l'activité économique en Hauts-de-France, c'est plus de 600 établissements que portent 500 structures différentes, plus de 800 sites en région et quelques 40 000 personnes par an qui, toutes ensemble, représentent plus de 12 000 postes équivalents temps plein. Et ça fait 45 ans que ça dure. 45 ans que cette forme de transition qu'on appelle sociale et qui pourrait aussi s'appeler sociétale finalement, parce que c'est tellement large que ça emporte les questions qu'a évoquées à l'instant le directeur de l'APES et celles qui vont être évoquées après. Écoutez, moi d'abord vous dire que quand la CRES a décidé de lancer ça dans la logique de son partenariat renforcé avec l'État et la région, ça les est tout de suite apparu pour le secteur de l'insertion vers l'activité économique comme une belle opportunité. Pourquoi ? Parce que c'est évident que notre secteur est au cœur des changements, que nous avons le devoir tous ensemble de préparer l'IAE de demain, et que l'IAE de demain, eh bien, en gros, il faut à la fois s'appuyer sur sa belle expérience, qui reste quand même un peu jeune, 45 ans, c'est pas encore l'institution définitive, mais aussi essayer de se dépêcher un peu quand même, parce que le monde change tellement vite, des fois plus vite que le temps de le dire, qu'on a trouvé la solution à une transition, et déjà, il faut chercher la suivante. Et donc ça a été une belle opportunité, ce qui d'ailleurs nous a valu dès les mois de mai-juin de faire d'abord entre nous des temps de travaux pour aller expliquer un peu comme on va en mission, les attendus d'un rapport IGAS qui certes ne fait pas la loi mais commence à présenter ce qui pourrait être la loi d'après. Une circulaire FIE qui dans notre secteur est quand même déterminante puisqu'elle donne le là sur la manière d'engager et de consommer les crédits, et puis quand même, puisque c'est au cœur de nos préoccupations, l'annonce pour demain de l'installation de France Travail et de ses conséquences. Donc ça, c'était la première étape, entre nous, entre pairs, entre gens qui partagent des besoins de travailler ensemble. Plus de 180 personnes réunies sur 7 sites en région. L'été est passé, et on n'a pas arrêté pour autant de se mobiliser. En septembre, on a, dans notre secteur, réuni plus de 120 personnes à Arras. Et là, on a fait venir France Stratégie, c'est évoqué dans les documents, avec l'idée qu'on ne sait pas encore bien quels seront les métiers de 2030, mais il faut quand même qu'on s'y prépare. Donc, à minima, on se pose 2 ou 3 questions. On a aussi fait venir des représentants d'un organisme qui s'appelle Catalio, qui bosse avec l'ARACT, sur des réflexions par rapport notamment à la manière d'envisager l'accompagnement par la formation, au travers du PIC IAE, mais pas que. Et puis, on a commencé à regarder à des nouvelles façons de travailler. Ça, c'était l'ouverture à des nouvelles pratiques. Et puis, comme le mois de l'ESS est en novembre et qu'on a l'habitude de faire des choses dans ce cadre-là, on a fait l'université d'automne de l'IAE en novembre. Et là, on a réuni plus de 160 personnes encore à Arras, avec autant d'ateliers que de thématiques que les transitions qu'on résume ici. Je pense que ça veut vraiment dire que dans l'IAE, mais pas que, on a un sujet d'accompagnement au changement, d'accompagnement aux transitions, d'accompagnement à l'IAE de demain. Et forcément, à cet endroit-là, la question de la transition sociale. Alors, je ne reprendrai pas à mon compte tout ce qui a déjà été dit. On a entendu plusieurs fois parler d'économie de la réparation qui d'une certaine manière, nous a suivis et continue à nous suivre, et pas toujours de la façon la plus sympathique qui soit, parce que souvent, quand on attendait l'ESS sur la question de l'économie de la réparation, on lui disait immédiatement « ça coûte trop cher ». C'est vrai que ça coûte cher, mais ça peut rapporter gros. Parce que quand on ne répare pas, on peut aussi se retrouver des fois avec des pannes tellement significatives que ça peut coûter beaucoup plus cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on aurait des vertus sur l'économie des transitions, c'est-à-dire celle qui pourrait permettre à des gens en difficulté, c'est un des métiers de l'insertion par l'activité économique,
de se préparer, si possible assez vite, à pourvoir des emplois trop vacants depuis trop longtemps, dont tout le monde a besoin. J'espère qu'on ne va pas nous dire que ça aussi, ça coûte trop cher. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble à ce que ces transitions sociales sont aussi des transitions sociétales. Sébastien a eu raison de rappeler qu'une partie d'entre nous, dont je fais partie, on a démarré il y a 45 ans, encore jeune et sémillant. Jean-François nous a fait des compliments en constatant qu'on l'était toujours. C'est plutôt chouette de sa part, mais on est arrivé dans ce monde après choc pétrolier où il fallait, et encore aujourd'hui, réparer tout le temps. Et aujourd'hui, on nous demande d'être dans un monde où il n'y a plus rien à réparer. Il faut se dépêcher de le faire tourner et de l'optimiser. Alors on est ravis parce qu'on se dit, après tout, on va pouvoir se recycler, nous aussi. Mais on est préoccupé parce que je pense qu'il y a encore des sujets sur lesquels il nous faut croiser ce que moi j'appelle des investisseurs patients. Des gens qui sont capables de dire, il y a encore des transitions qu'il va falloir qu'on opère, mais il y a peut-être des sujets pour lesquels il va falloir prendre notre temps. Voilà. Notamment par rapport à des personnes en grande difficulté. Vous savez, les problématiques de grande exclusion sont des problématiques lourdes. Quand on ne sait pas où dormir, quand on n'est pas sûr de pouvoir manger, quand on a des problèmes de dette, quand l'illettrisme nous poursuit, il faut du temps, quoi. Voilà. Et je pense que c'est une des choses que je voudrais dire aujourd'hui. Prendre le temps d'être à l'écoute. Et aussi continuer à s'autoriser le droit à l'expérimentation. Ce que les acteurs de l'IAE ont fait depuis toujours, et moi j'en suis très fier, j'arrive probablement en fin de carrière, donc je ne suis pas encore au stade du bilan, mais j'ai envie de le dire, certains sont dans la salle. Mais j'ai envie de dire aussi que le droit à l'expérimentation interdit le droit à l'approximation. Ça veut dire que les transitions sociales, sociétales nous obligent à avoir des comportements responsables, réfléchis, organisés, adultes. Parce qu'il y a 45 ans, c'est vrai qu'on testait des trucs parfois hors la loi, on mettait des personnels à disposition, on ne se préoccupait pas de savoir si c'était recommandable. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut revendiquer le droit à l'expérimentation, pour aller vers les jeunes des quartiers, pour aller vers des territoires en transition, pour aller partout en région, cette belle région, dont on commence toujours par dire qu'elle a quand même des indicateurs parmi les plus difficiles de France. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux aussi, les indicateurs dynamiques, et tous ceux qu'on croise partout où l'on va, dans ces ateliers, et dans toute cette richesse associative et militante. Ben moi, je pense qu'il faut qu'on ait encore demain le droit à ce que j'appelais des investisseurs patients. Je pense que l'économie de la réparation, elle aura fonctionné, et il faut qu'elle continue à fonctionner, notamment quand c'est indispensable. Celle de la transition, il va probablement falloir qu'on apprenne à la maîtriser. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on soit capable de garder la caractéristique d'une économie qu'on revendique à part entière. Nous sommes une économie à part entière. Vous avez identifié, vous avez fait un constat lors de ces ateliers, du temps, il faut investir patient. Vous avez donc identifié aussi des leviers pour faciliter, mettre en œuvre ce genre de coopération avec d'autres acteurs, je crois. Parfaitement. Donc, juste pour finir sur la question de l'économie à part entière, elle est à part parce que différente, mais entière, parce qu'elle en fait partie aussi de l'économie. 10% de l'emploi privé, ça ne se néglige pas. Et on a bien compris que ça intéressait tout le monde. Alors, sur les leviers, ouais. Qu'est-ce qu'on a repéré qu'il fallait de préférence tenter de préserver, voire d'amplifier? Il y a aujourd'hui un nombre considérable de législations qui fleurissent. D'ailleurs, je pense que le directeur de l'APES aurait pu le dire aussi, sur des sujets qui, par exemple, très simplement, prévoient le réemploi d'équipements de type numérique, qui pourraient parfaitement convenir à des personnes qui n'ont pas nécessairement tous les moyens pour accéder à tous ces supports, et qui pourraient, comme ça, aussi rentrer dans une transition sociale où, moi, je pense que quand on n'est pas digital native, aujourd'hui, c'est pas facile, quoi. Hein. Y compris quand on a de quoi se payer l'appareil, hein. Donc il y a l'achat, il y a aussi la formation, et moi j'adorerais que quelqu'un m'apprenne à optimiser tout ce dont on dispose quand on a la chance de pouvoir se les financer. En direction des personnes en précarité, puisque vous avez compris que c'est notre sensibilité, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi probablement parmi les seniors des gens qui ne sont pas précaires, mais qui apprécieraient qu'on les prenne un peu par la main, qu'on les emmène et qu'on leur montre comment tout ça, ça marche. Il y a des sujets autour de chèques qu'on appelle équipements pour des personnes qui pourraient accéder, on vient de le dire, sur du matériel conditionné. Il y a aussi des sujets autour d'un droit universel d'accès au numérique, aussi bien en termes de connexion, d'équipement que de formation. C'est un exemple et un effet levier.
qu'il faut qu'on encourage et qui dépasse de loin la transition écologique. Il faut que ce soit des moyens de vie et pour certains de survie. Parce que essayer de vous coltiner un dossier administratif sans pouvoir maîtriser ça, bon. Il y a aussi des freins qu'il faut qu'on lève. Moi, sur le champ de l'insertion par l'activité économique, j'ai envie de le dire ici, en toute simplicité, en présence de l'État et de la région, enfin, de l'État surtout d'ailleurs, parce que la région a donné quelques signes dans le cadre du SRDE2I d'évolution quant à ses soutiens, notamment aux ateliers d'échange d'insertion. C'est pas pour vous comparer, madame, simplement l'État, en période Covid, il y avait une stratégie ambitieuse de croissance et on voulait créer de l'emploi d'insertion à tout va, et on en a créé. Et puis là, d'un seul coup, c'est rétro-pédalage, quoi. La circulaire FIE nous dit l'heure est à la conciliation, l'heure est à l'amélioration des pratiques, l'heure est à un retour au public de prédilection, d'origine. Très bien, on a toujours été plutôt partie prenante de s'intéresser, pas à l'ère du temps, parce que ça, c'est l'ambition des feuilles mortes, hein, c'est Kundera qui le disait, c'est pas moi, mais au sujet du moment. C'est-à-dire se dépêcher d'organiser les transitions pour que celles d'entre les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnés, suivis et encadrés pour se préparer à une entrée durable dans l'insertion positive puissent le faire. Moi, je regrette ces stop and go, parce qu'ils sont brutaux, insuffisamment expliqués, manquant parfois de pédagogie. C'est pas à vous que je le dis, hein, c'est aussi au directeur de la DRETS et à ses adjoints avec qui on parle de ça régulièrement, et aux SGAR aussi fréquemment que possible. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ces formes d'injection contradictoires où, d'une part, on nous dit il faut s'occuper des publics les plus en difficulté. D'ailleurs, on vous rappelle que c'est pour ça que vous vous êtes créé il y a 45 ans. Dépêchez-vous. Et par contre, il faut quand même se dépêcher. Donc, il faut qu'ils soient en difficulté le moins longtemps possible, ne serait-ce que pour être insérés durablement. Bien sûr qu'on est d'accord avec ça. À chaque fois que ça marche, on applaudit, quoi. Simplement, là aussi, je dis il nous faut retrouver du temps parfois. Et surtout, s'assurer d'une réussite définitive, parce qu'il arrive parfois que des réussites soient éphémères, et que c'est terrible parce que ça coûte encore beaucoup plus que de devoir recommencer et de devoir réussir à nouveau. Après, paradoxe de l'histoire, on a aussi des problèmes de recrutement. On a beau s'attacher à aller vers des personnes, y compris difficiles à atteindre, pour les aider à s'insérer durablement, ne serait-ce que pour cette première étape, des fois c'est difficile. Donc il y a sûrement un sujet que Sébastien a évoqué. Il faut aussi qu'on change un peu les paradigmes. Il faut peut-être qu'on ait des approches différentes avec les personnes. Il faut qu'on sache aller vers elles différemment. Il faut qu'on repère dans les quartiers le dynamisme qui, des fois, ne nous a même pas repérés comme des solutions. Alors qu'en fait, on est là. On voudrait embaucher et les personnes ne viennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut peut-être aussi, un peu comme Sébastien l'a dit, M. Manceau est là, regarder du côté de ces nouveaux entrepreneurs, comment ils font, quelle est leur approche. Peut-être qu'ils sont moins ce que nous étions il y a 45 ans. Et peut-être que c'est avec eux que la suite va vouloir se jouer. Alors, n'y voyez pas un ton pessimiste, parce que, à la manière dont ça a été dit, ce territoire est en transition positive, lié à eux aussi, je vous rassure. Alors, et on a des ressources. C'est ça la question d'après. J'allais vous demander, des bonnes pratiques. Vous parliez de positivité. Les ressources, d'abord, on a des belles études que l'adresse promeut et pas que. France Stratégie et les métiers de 2030, moi je pense qu'il faut y aller, il faut lire, il faut essayer de comprendre. On a travaillé avec M. Delacroix encore récemment qui nous recommandait aussi de nous intéresser aux appels à projets France 2030. Donc il y a de la ressource, il y a de l'intelligence, il n'y en a jamais eu autant. Simplement, il faut aussi qu'on soit probablement plus apaisé dans nos organisations pour avoir le temps de lire. Vous savez, lire, ça prend du temps, et comprendre aussi, ça prend du temps. Donc il faut avoir le temps de lire, il faut avoir le temps de comprendre, il faut avoir le temps de réfléchir. Nous-mêmes, on est producteurs de guides, on en est fiers. On a des guides sur les questions d'égalité professionnelle, on a des guides sur la prévention primaire, qui n'interdit pas de se pencher sur la secondaire et la tertiaire. On a des guides sur les vertus de la qualité du dialogue social quand ça peut contribuer à l'amélioration de la qualité de vie aux conditions de travail. Donc c'est des guides. Il y a des programmes originaux qui prennent pied. J'ai en tête le programme que porte la Fédération des acteurs de la solidarité, qui est un de nos membres, qui s'appelle SIAE et Entreprises vers l'emploi, qui a d'ailleurs commencé à trouver des financements durables sur les crédits d'État. Ça, c'est une bonne nouvelle. De la même manière que des programmes qu'on appelle tapage, travail aménagé, ou premières heures, où on va chercher des gens sans domicile fixe et à qui on dit si au début vous ne pouvez pas travailler plus de quelques heures par semaine, c'est pas grave. Nous, on va vous faire des propositions.
Et puis il y a des sujets qui s'appellent convergence. Il faut juste qu'on n'oublie pas que tout ce qui est un peu périphérique, c'est pas péjoratif, c'est pas non plus le cœur de métier le principal, au sens où il faut continuer à essayer, dans une région comme la nôtre, qui est la première de France en matière de capacité d'accueil dans l'insertion par l'activité économique, il faut essayer quand même de continuer à faire un peu masse. On va laisser la parole à Peggy Robert. Je vous laisse rebondir en premier sur les propos de M. Bondieu. Vous avez vu, on s'adapte, on partage les micros. Ce trio de femmes est vraiment super efficace. Écoutez, oui, c'est clair, on a dit tout à l'heure pas de misérabilisme. Néanmoins, notre région a des indicateurs qu'il faut combattre, qu'il faut accompagner. Et en effet, on entend l'alerte du champ de l'insertion par l'activité économique. On ne peut pas ne pas l'entendre. Après, sur les enjeux identifiés, la lutte contre l'exclusion, la santé, le maintien du lien social, moi je souligne, c'est la capacité d'innovation des acteurs. On a des innovations en matière d'habitat intergénérationnel, habitat inclusif, l'aide aux aidants, les tiers-lieux. On a quand même à peu près 300 tiers-lieux dans les Hauts-de-France. C'est dingue. Ça vient brasser différents publics, différentes initiatives. Donc, par rapport à cette image des tiers-lieux, moi, ce que je veux souligner, c'est ce qu'on a aussi entendu dans les ateliers, c'est une particularité aussi des Hauts-de-France, c'est la place du lien social. Je veux dire, on a carrément dans les Hauts-de-France une pyramide de Maslow inversée. Avant même finalement une reconnaissance, c'est cette capacité que l'on met derrière le lien, créer du lien, c'est fondamental. Puis finalement, derrière les activités de l'économie sociale et solidaire, c'est ça que l'on va aussi promouvoir. C'est ce lien entre des personnes qui peut-être ne se seraient jamais parlé ou n'auraient peut-être pas envisagé d'entreprendre ensemble. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment à le valoriser, en tous les cas en termes d'indicateurs. Et puis, il faut reconnaître cette capacité de l'ESS à prendre sa place dans les expertises et les travaux de recherche, on l'a souligné tout à l'heure, peut-être parfois des travaux coportés par plusieurs acteurs. Je pense au projet de Gérontopole dans les Hauts-de-France. Alors c'est le début cet été d'une peut-être belle aventure pour un bien vieillir en Hauts-de-France. Je pense qu'il y a des choses à poursuivre. Et puis la prise en compte aussi dans le bien vieillir de toutes ces initiatives en faveur de la personne âgée qui finalement brassent énormément d'activités de l'économie sociale et solidaire et qui en plus est un accompagnement bienveillant et vertueux dans la mesure où il n'alimente pas un marché. Les acteurs de l'ESS ne font pas d'argent sur la prise en charge des personnes. Et je pense que c'est un modèle qui est à la limite plutôt massif dans les Hauts-de-France. Beaucoup de conseils départementaux ont fait le choix de l'associatif dans l'approche médico-sociale. Et donc, il y a énormément d'actions remarquables sur ce champ-là. Donc, on a un vivier là-dessus pour soutenir les transitions sociales, pourquoi pas par le prisme de l'intergénérationnel. Donc voilà, avec une coloration lien social, Madine Hauts-de-France, c'est formidable. Enfin voilà, moi je suis très optimiste là-dessus. Touraya Abdelatif, c'est un constat que vous partagez ? Oui, tout à fait. Et moi, je voudrais revenir sur l'IAE, effectivement, puisque c'est vraiment, on identifie comme un levier majeur pour la transition sociale. Et avec le pacte d'ambition pour l'IAE, c'est vrai que depuis 2018, de 2018 à 2023, l'État a vraiment augmenté ses budgets. On a une augmentation en quelques années de plus de 60% des budgets. Et contrairement à ce que vous dites, on n'est pas sur un recul. On est plutôt sur une phase de consolidation. Il n'y a pas de baisse du budget. Et d'ailleurs, dans le prochain projet de loi de finances, on a 1,5 milliard d'euros qui va être octroyé à l'IAE. Donc on est sur une consolidation et sur un maintien des budgets depuis 2023. Pas d'évolution, mais pas non plus de retour en arrière et stagnation. Et parallèlement, effectivement, les mesures, les expérimentations, SEV, vous l'avez évoqué, convergence et tapage restent elles sont héritées dans le pacte des solidarités, elles sont héritées de la politique de lutte contre la grande pauvreté. Et également, effectivement, il y a d'autres budgets assez considérables qu'il convient d'aller chercher dans France 2030. Et c'est un travail que vous menez en lien avec le DRETS, avec mon collègue DRETS. Et effectivement, on a bien conscience au niveau de l'État qu'on a besoin d'accompagner les réseaux d'acteurs vers une nouvelle ingénierie
pour aller chercher ces financements et professionnaliser le réseau d'acteurs. C'est ce que fait la DRETS, avec une animation assez forte à travers l'organisation de webinaires pour la professionnalisation, pour communiquer sur les moyens de l'État. Elle mobilise les partenaires dans cette logique de collaboration, de co-construction, et puis des outils aussi de communication, des newsletters, un espace collaboratif qui est sur le site de l'adresse. Et donc, il y a une vraie animation régionale par l'adresse. Effectivement, ça demande une mutation de l'État, une mutation des acteurs de l'ESS, donc une mutation commune pour arriver à maintenir et à soutenir l'effort qui est actuellement fait en faveur, et l'importance que vous avez en faveur de la transition sociale. Donc, parallèlement, alors vous avez évoqué également le sujet du numérique. On a également un enjeu fort, la DRAGES, qui travaille avec le mouvement associatif pour l'accompagnement du milieu associatif aux transitions. C'est important, vous l'avez dit, on ne peut pas remplir un dossier de financement si on n'a pas les outils, si on ne sait pas, si on n'a pas la compétence. Donc ça, c'est un chantier sur lequel nous investissons, également dans le champ dans le cas des politiques, des budgets politiques de la ville. On a eu cette année à minima une animation par arrondissement sur ce sujet, donc de formation des acteurs. Donc l'État est vraiment très actif dans les domaines que vous avez soulevés, et nous avons cette particularité à la Hauts-de-France sur ce sujet de l'action sociale via le social. Et donc nous sommes complètement, je pense que nous vibrons, nous professionnalisons ensemble sur ces enjeux forts, et nous accompagnons fortement, on ne régresse pas, on accompagne et on continue de poursuivre en mobilisant d'autres leviers pour mieux accompagner le réseau d'acteurs sur ces sujets qui sont éminemment importants. Marie-Noëlle Delaire, comment vous abordez cette question des transitions sociales à la région ? C'est dans l'ADN de l'ESS, bien sûr, d'être une solution là où l'économie conventionnelle ne va pas, parce qu'elle estime qu'il n'y a pas de marché, pas d'opportunité peut-être, et puis là où les pouvoirs publics n'ont pas identifié le besoin. Nous sommes dans une région où les situations de fragilité sont plus nombreuses qu'ailleurs. Un taux de chômage supérieur au taux national, quasiment 9% contre 7,5% en France. L'emploi, c'est une des priorités de Xavier Bertrand, se battre pour vous, d'où les dispositifs que la région met en place pour l'emploi. L'aide au permis de conduire, le prêt de la voiture pendant 3 mois, vous avez trouvé un emploi, vous avez le permis mais vous n'avez pas de voiture, la région vous aide. Même si la politique régionale de l'ESS est très marquée économique, on aborde l'ESS par le prisme économique, nous ne mettons pas du tout de côté la transition sociale dans les projets soutenus. Économique certes, mais surtout d'utilité sociale. Le caractère économique est là pour la pérennité des projets. Il ne faut pas l'occulter. On ne se limite pas à dire que les projets d'innovation sociale doivent répondre à des besoins non satisfaits. Il s'agit de projets qui portent en eux le changement, les pratiques, les regards. J'ai eu moi-même l'occasion de visiter des structures de réinsertion par l'activité économique. Et franchement, j'ai vu des taux de réussite à 60%. Des gens qui sont sortis de ces structures, qui ont retrouvé des emplois, qui ont pu se réinsérer socialement. Et là, je dis bravo, bravo, bravo pour ce que vous faites. L'ESS est absolument nécessaire pour éviter les phénomènes d'exclusion, maintenir le lien social à travers des thématiques aussi diverses, vous en avez parlé, l'inclusion numérique. On parle de fracture numérique et elle est réelle. La dépendance, l'éducation, la santé. Donc le moment est peut-être venu de repenser, d'inventer des réponses nouvelles pour accompagner les publics les plus fragiles de notre région. Réponses nouvelles dont parlait tout à l'heure Sébastien Dautin dans le cadre de l'ESS.